Coucou les addicts, aujourd'hui on décrypte le neuvième épisode de cette dernière saison. Et avant même de commencer, il faut quand même noter que celui-ci c'est le centième de la série, le centième épisode d'Outlander, 100 fois où on a poussé la porte de cette histoire, 100 fois où on est venu s'asseoir avec Claire et Jenny. Et je trouve que ça se sent dans cet épisode comme si la série, à deux doigts de la fin, s'arrêtait un instant devant le miroir pour se regarder, pour se souvenir d'où elle vient avant de repartir vers sa dernière bataille. Alors installez-vous parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Le titre Pharos, en version française, bien sûr, on garde le mot tel quel, et c'est une bonne idée parce qu'il n'y a rien à traduire. En fait, il faut plutôt l'expliquer. Donc Pharos, c'est le nom de l'île au large d'Alexandrie où se dressait le grand phare de l'Antiquité, cette septième merveille du monde. De ce nom-là, de ce mot-là, est née toute une famille de mots dans nos langues latines. Le phare en français, faro en italien ou en espagnol. Mais c'est tout le sel de l'épisode. En anglais, le phare se dit lighthouse. Donc pharos n'évoque rien du tout pour les anglophones, sauf pour qui connaît ces langues anciennes. Et c'est précisément ce que la série en fait. Prisonnier, John grave Pharos à l'intérieur de sa bague avec une petite pointe, un petit clou ramassé par terre. Il n'indique pas un lieu, il laisse en fait une énigme en sachant que William, éduqué comme lui, saura forcément le lire. Le mot devient un fil tendu d'un père à son fils. La culture comme lien, comme une main tendue à travers la distance, j'ai trouvé ça très élégant. La title card, bah, du coup, c'est un phare, et un phare, retenez cette image pour la suite, ça n'arrête pas la tempête. Ça ne calme pas la mer, ça éclaire simplement pour qu'on puisse avancer malgré elle. C'est depuis toujours le symbole de l'espoir, de la sécurité, du chemin à suivre dans l'obscurité. On va voir que tout l'épisode tient dans cette idée. Et dernière chose, l'épisode est écrit par Diana Gabaldon elle-même. On se dit forcément que ce sont les vrais mots d'Outlander, et David Berry le raconte joliment dans ses interviews. Mais Diana elle-même nuance, et c'est assez honnête de sa part. Un script, un scénario, ça passe par une foule de versions, jusque pendant le tournage, et donc ce qu'on voit à l'écran n'est jamais tout à fait uniquement sa plume. Et je le note parce que ça évite de tout lui attribuer, que ce soit en bien comme en moins bien. Alors, disons-le tout de suite, cet épisode est court, à peine 53 minutes, et pourtant il est plein à ras-bord. Il boucle des intrigues, il répare des liens, il ouvre la porte du final. Il y a une forme de compression, presque de vertige, à voir se refermer autant de choses en si peu de temps. Et ce qui m'a sauté aux yeux, c'est un détail de forme que les fidèles reconnaîtront tout de suite, c'est le retour de la voix off de Claire. On l'avait perdue depuis longtemps, cette voix intérieure qui accompagnait chaque épisode de la première saison, et elle revient ici sur les images de la chevauchée, et je trouve que ça n'a rien d'anodin. C'est un signal formel, une manière de nous ramener au tout début, à l'époque où Claire nous parlait à l'oreille pendant qu'elle cherchait sa place dans un temps qui n'était pas le sien. Un mot sur la réalisation, parce qu'elle mérite qu'on la salue. L'épisode est mis en scène par Emer Conroy. Il fallait de la poigne pour tenir un épisode aussi chargé, qui referme tant de fils à la fois, et pourtant rien ne se bouscule, rien n'est bâclé. Chaque scène a la place de respirer et de retomber au bon moment. Et puis il faut parler du jeu des acteurs, enfin surtout d'un acteur, parce que cet épisode appartient d'abord à un homme, David Berry. Son Lord John traverse tout le spectre des émotions en 50 minutes, la peur, la dignité, la colère, l'amour, l'orgueil, le pardon, sans jamais forcer le trait. Les addicts en visio Patreon étaient unanimes, et la presse aussi d'ailleurs. Je pèse mes mots. C'est peut-être sa plus belle partition depuis qu'il est arrivé dans la série. Euh, Rien à dire. On adore David Berry. Un petit mot aussi pour Ben Lambert, qui reprend Richardson et qui, débarrassé de la tunique rouge et de sa perruque, lui donne quelque chose de presque humain, au point qu'on finit par avoir un peu d'empathie pour lui, mais on y reviendra. Maintenant, entrons dans le détail. Mon top, mon flop, 4 grands thèmes pour dérouler l'épisode. Mon coup de cœur, c'est la scène de réconciliation entre Jamie et John autour de l'échiquier. Posons-nous un instant pour essayer de se remémorer d'où ils viennent tous les deux. On les a quittés fâchés, blessés, moralement et physiquement aussi, avec entre eux le poids de tout ce qui n'avait pas été dit depuis la saison 7. Et cette scène de réconciliation ne triche pas. John ne pardonne pas tout de suite.
Il envoie balader Jamie, lui reproche sa brutalité, son entêtement. Et le pardon ici ne tombe pas du ciel, hein, il se gagne phrase après phrase. David Berry raconte d'ailleurs qu'ils ont retravaillé cette scène avec Sam jusqu'au matin même du tournage, tant l'équilibre était délicat à trouver. Il fallait que Jamie s'excuse sans être petit et que John cède sans paraître faible. D'ailleurs, John ne se contente pas de la première excuse, hein, cette excuse tiède, un peu orgueilleuse que Jamie lui sert en premier. Celle-là, il la refuse tout net. Il attend, et il faut que Jamie descende d'un cran, qu'il se rende vraiment pour que le pardon devienne possible. Et quand vient l'heure de la gratitude, elle bouleverse. Jamie remercie John d'avoir élevé William, et John lui répond que l'élever n'a jamais été un sacrifice et que c'est le plus beau cadeau de sa vie. Et le choix des échecs est parfait parce que c'est exactement ça leur relation. Un duel d'intelligence, de la stratégie, de l'humour, du respect, une intimité qui n'a rien à voir avec le désir, mais qui est réelle, qui est profonde, d'esprit à esprit en quelque sorte. Et David Berry a une jolie formule. Il dit que le conflit est l'épice de leur lien. Ils s'aiment en s'affrontant. Et il y a cette confidence bouleversante qui glisse. Quand John claque la porte au nez de Jamie, au fond, il espère quand même que Jamie va la rouvrir et le suivre. Il appelle ça a foolish hope, un espoir insensé. Tout le personnage est là. Et l'humour n'est jamais loin non plus. Jamie qui ouvre la cellule et lance à John que la barbe lui va bien, et John qui lui rétorque que Jamie n'a pas l'air très frais non plus. You look good with a beard, John. You're no oil painting yourself. Même au fond du trou, ces deux-là se charrient. Et c'est ça qui rend la scène si vivante. Et pour les addicts, cette partie d'échecs fait écho à Hans Muir, à ces soirées où deux ennemis d'hier apprenaient à se connaître autour d'un plateau, et ça s'est poursuivi à Elwater. La boucle de leur amitié se referme là où elle a commencé. Et s'il faut être tout à fait juste dans cette amitié, c'est sans doute John qui a le plus donné et le plus discrètement, et c'est dit dans la scène d'ailleurs. Un personnage résume tout ça mieux que moi. Quelque part dans l'épisode, William glisse cette phrase que je trouve être la clé de tout. Le pardon, et il l'a dit à Amaranthus, je crois. Le pardon est rarement un acte unique, il faut le renouveler sans cesse. Et c'est exactement ce que ces deux hommes viennent de faire autour de leur échiquier. Mon petit caillou, cette fois, je le pose sur Richardson. Attention, c'est pas un reproche sur la scène avec Claire, qui est superbe, ni sur le jeu de l'acteur Ben Lambert. C'est un reproche sur ce que la série ne nous donne pas. On apprend enfin ce qu'il fait avancer, sa cause, on va en parler, hein, mais on ne saura jamais l'essentiel. D'où vient-il? De quelle époque? Quand est-il passé à travers les pierres? Comment s'est-il retrouvé là? Claire, elle, on connaît son histoire par cœur, hein, 1945, 1968, le cercle de Craignadoon. Mais lui reste une silhouette sans passé. Il expose sa motivation et puis on le tue et le rideau tombe. Le plus frustrant, et plusieurs d'entre vous l'ont soulevé dans notre visio, c'est le fil qu'on laisse pendre. Dans les livres, Brianna remarque que Richardson ressemble énormément à un certain Callahan, cet homme croisé au XXe siècle, lors de l'attaque à Lady Brock, aux côtés de Rob Cameron. Et si on revisionne l'épisode de la saison 7, d'ailleurs, on peut l'apercevoir. Il y avait là potentiellement tout un réseau de voyageurs, une intrigue qui reliait les époques. La série a fait le choix de ne pas la développer, sans doute par manque de temps, je peux comprendre, hein, il ne reste qu'un épisode. Euh, je comprends la décision, on ne peut pas tout raconter en 10 heures, mais là on referme un personnage qui aurait mérité une vraie histoire, et il nous manque quelque chose. Bon, en tout cas, moi, je reste sur ma faim. C'est un peu comme ce dont je parlais la semaine dernière avec Rob Cameron. Et puis, il y a un second manque dans l'écriture cette fois. Claire prend une décision lourde, elle libère Richardson. Relâcher un maître chanteur, l'homme qui a enlevé John, ce n'est pas rien. Et pourtant, on ne la voit jamais l'assumer ni s'en expliquer, ni auprès de John, ni auprès de Jamie, ni auprès de personne en fait. On passe de la clé dans la serrure aux retrouvailles chaleureuses sans que personne ne lui demande de compte. Est-ce qu'on pourrait aussi parler peut-être d'une petite faiblesse de Claire, elle qui est d'habitude si lucide? Je vous laisse en juger, mais ce silence sur un choix aussi grave laisse lui aussi un petit vide. On peut peut-être trouver une explication du côté de cette connivence peut-être, ou de ce rapport un peu spécial qu'ont les voyageurs dans le temps entre eux.
On se souvient de Roger qui avait été très sensible à la cause de Wendigo Donner, alors même qu'il savait tout ce qu'il avait fait à Claire. Voilà, peut-être que Claire, ça joue un peu sur le même ressort. Premier thème sur la question de peut-on vraiment changer l'histoire ou seulement l'éclairer, un peu comme le phare. Et tout l'épisode se resserre autour d'un face-à-face, hein, celui entre Claire et Richardson, seuls dans le hangar à bateau. Quand Claire comprend, grâce à cette phrase, une loi qui passera dans 85 ans, que Richardson est comme elle, un voyageur, la scène bascule. Et il faut saluer, je pense, la manière dont ça a été amené. Parce que ça fait vraiment frissonner ce moment où on réalise que cet homme, lui aussi, traverse le temps. Richardson n'est plus seulement un ravisseur, il devient un miroir. C'est l'heure du bilan pour Claire, et c'est face à lui qu'elle met enfin des mots sur tout ce qu'elle porte. Il pose la question, celle qui traverse toute la série depuis le début. À quoi sert ce pouvoir de traverser le temps, si ce n'est pour essayer d'améliorer le monde? La réponse de Claire est déchirante parce qu'elle est faite d'expérience et de renoncement. Elle lui dit qu'elle a déjà essayé, qu'elle a passé sa vie à essayer, et que ce qui doit arriver arrive. On ne gagne pas une guerre qui est déjà perdue, lui dit-elle. Et elle sait de quoi elle parle. Elle a lu dans les livres de Frank que Jamie doit mourir à King's Mountain. Elle le sait et elle continue quand même d'espérer. C'est là toute sa faille, magnifique et humaine. Elle explique à Richardson qu'on ne peut pas plier l'histoire, et dans le même souffle, elle refuse d'abandonner Jamie à la sienne. Sa propre voix off l'avait dit un peu plus tôt, depuis le tout début, tous les deux se rebellent contre le temps lui-même. Et c'est ici que la métaphore du phare prend tout son sens. Claire ne commande pas la tempête, elle ne peut ni arrêter le temps, ni la mort, ni la grande histoire avec un grand H. Mais elle peut éclairer. Et regardez ce qu'elle fait à la fin de l'épisode. Sur son lit, un carnet à la main, elle écrit. Jamie, lui, chausse ses jolies petites lunettes de lecture, une image toute simple, domestique, et il vient s'asseoir près d'elle. Après tout le danger, hein, le sauvetage de John, ce petit moment tranquille est peut-être le vrai sommet émotionnel de l'épisode. Il lui demande ce qu'elle rédige et on découvre qu'elle écrit leur histoire. La leur, la nôtre. Les tout premiers mots sont ceux qui ouvrent le roman et le tout premier épisode de la série. Des gens disparaissent tous les jours. Et pour parachever le tableau, la musique qui accompagne la scène est celle du tout premier épisode de la saison 1. Un livre qui commence là où la série a commencé. La boucle se referme et ça donne franchement le tournis. Claire devient la mémoire des Fraser, celle qui transmet, celle qui allume la lumière pour ceux qui viendront après. Le phare, au fond, c'est peut-être elle. Deuxième thème, faire la paix avant la bataille. Avant même de parler du sauvetage, rappelons où on retrouve John. Prisonnier, enchaîné dans une cabane de bois, et la lumière, là, il fait un travail magnifique. Elle filtre entre les lattes et découpe le visage de John, moitié dans l'ombre, moitié dans la clarté, à l'image du personnage lui-même, partagé, traqué, mais digne. Richardson le fait chanter avec des témoignages écrits sur son homosexualité, un crime qui à cette époque se paye de la pendaison, donc c'est dire l'étau qui se referme autour de Lord John. Et puis de l'autre côté, Percy, qui a trahi lui aussi, il lui glisse qu'il n'est pas courageux, lui. Et John, même à terre, reste stratège. Il se sert des sentiments que Percy lui porte encore pour lui confier une dernière mission. Faire passer sa bague et un message d'amour à William. Si on prend un peu de hauteur, on s'aperçoit que la véritable mission de l'épisode n'est pas de sauver John. Le sauvetage, c'est presque le prétexte. La vraie affaire, c'est de solder les comptes, de réparer ce qui pouvait l'être, avant que la guerre n'emporte tout. Alors, cela dit, le sauvetage nous offre quand même une image que vous avez adorée. Jamie et William qui émergent de l'eau dans la remise à bateau, sans un bruit, en une remontée presque fantomatique. Un petit air de film d'espionnage, vous parliez même de James Bond, ces deux têtes qui sortent de l'onde en silence. C'est vrai que l'image est belle. Il y a d'abord les retrouvailles de John et de William. Pas un mot n'est échangé. William rend la bague, John la remet à son doigt et il reprend le garçon dans ses bras. Après leur séparation houleuse de l'épisode 6, cette étreinte silencieuse dit tout ce qu'ils n'arrivaient plus à se dire et elle en rappelle une autre toute proche, celle de William et de Jamie dans l'épisode précédent. Décidément, en l'espace de quelques jours, cet enfant se réconcilie avec ses deux pères. Il y a ensuite Jamie et John, dont j'ai déjà parlé, cette paix arrachée aux échecs, imparfaite, encore un peu tendue, mais sincère, on sent qu'ils vont y arriver. Et puis il y a la scène plus discrète entre Claire et William sur la terrasse.
William est perdu, il se demande comment aimer l'un sans trahir l'autre, comment faire une place à Jamie sans renier John. Et Claire lui offre une clé très simple, très juste. On n'a pas un seul point d'ancrage dans sa vie. Elle-même, Brianna, Roger, d'autres, Totis. Chacun a aimé au-delà du sang. C'est une main tendue et on sent que quelque chose chez William commence à céder. Il y a ce joli échange quand Claire lui glisse que ses deux pères sont en train d'avoir une conversation dont ils avaient bien besoin et que William soupire « Je m'y ferai jamais ». Il est loin, très loin de la haine qu'il affichait il y a encore quelques épisodes. Le sommet de ce mouvement, de ce thème, c'est un plan. Quand Jamie et Claire quittent enfin la maison, Jamie, sur son cheval, se retourne. Les téléspectateurs ont eu la gorge serrée parce qu'on pense immédiatement à Elwater en saison 3 quand Jamie s'éloignait de William sans oser un seul regard en arrière pour éviter de s'effondrer. Et ce geste répond à une blessure toute fraîche. Dans l'épisode précédent, pendant la scène de chasse, William avait justement confié sa peine de n'avoir jamais vu Jamie se retourner vers lui. Là, il se retourne, il regarde son fils. Ce qui était autrefois un renoncement muet devient un adieu assumé. En un mouvement de tête, la série raconte tout le chemin parcouru. Et puis on rentre au Ridge, le temps d'une respiration, dans ces couleurs chaudes qui contrastent avec tout ce qui précède. Brianna et Roger ont leur troisième enfant, un garçon, David William Ian Fraser Mackenzie, que Claire a mis elle-même au monde. Et rien qu'à égrener les prénoms, on entend la transmission. Mais la scène qui serre vraiment le cœur, celle qui a fait pleurer plus d'un spectateur, c'est celle où Brianna supplie son père de ne pas aller à la bataille. Jamie sait qu'il ira quand même pour protéger les siens. On a une fille qui implore, un père qui ne peut pas se dérober à son devoir. Ça fait encore un adieu, encore une paix qu'on fait avant l'orage. Mon troisième thème, je l'ai intitulé « Le retour de Claire au centre du jeu ». Il faut que je vous dise à quel point ça m'a fait du bien et je n'étais pas la seule, je le sais, je l'ai lu. Depuis plusieurs épisodes et je vous en ai parlé, je regrettais de voir Claire en retrait, spectatrice de sa propre saga. Ici, elle revient au premier plan et de quelle manière! On la retrouve pistolet au poing, qui accompagne les hommes là où il y a du danger, qui tient Richardson en joue sans trembler. On retrouve la Claire un peu badass des grands jours. Mais elle n'est pas seulement dans l'action. C'est elle qui déduit, qui identifie Percy derrière le chantage, même si entre nous, le raccourci qui mène du nom de Van Wright, signé au bas de la lettre, jusqu'à Percy Beauchamp va un peu vite pour moi. Il y a sans doute un fil à tirer du côté de Fergus, mais je vous avoue que sur ce coup-là, on peut s'y perdre un peu si on n'est pas lecteur. C'est elle aussi qui, plus tard, remet Jamie à sa place et le pousse à faire amende honorable auprès de John. Elle tient tête, elle relie, elle éclaire. Je parlais du phare tout à l'heure. Et bien sûr, c'est elle qui referme l'épisode, la plume à la main. Beaucoup d'entre vous ont parlé d'un retour aux sources, et c'est exactement ce que j'ai ressenti. Redonner à Claire sa voix off, son arme, son autorité morale et sa plume, c'est renouer avec Outlander des premières saisons, celui dont on est tombé amoureux. Après un début de saison que certains ont trouvé un peu inégal, cet épisode nous ramène à la maison. Pour mon quatrième thème, je vais vous parler de Richardson. C'est le mouvement le plus vertigineux moralement parce que Richardson, ça fait longtemps qu'on le déteste, si on arrive à se souvenir de lui. C'est lui qui a envoyé William dans le piège du marais, lui qui a enlevé John, lui qui fait chanter toute une famille avec les pires bassesses. Et pourtant, quand il s'explique, tout se complique. Sa cause, c'est empêcher l'esclavage tel qu'il s'est développé en Amérique, éviter, en changeant l'issue de la Révolution, le drame de la guerre de sécession. Il explique que sa propre aïeule était une femme réduite en esclavage, violée par son maître. Sa motivation n'est pas le pouvoir, c'est la réparation d'une immense injustice. Et comme le disaient plusieurs d'entre vous en visio, on est troublé parce qu'on comprend soudain que sa cause est entendable, presque noble. Ce sont ses moyens qui sont condamnables, le chantage, l'enlèvement, la manipulation, évidemment. Il rejoint ainsi toute une lignée de voyageurs d'Outlander, animés par une conviction qu'ils croient juste. On a pensé à Gillis, Wendigo d'honneur, j'en ai parlé, et vous avez été plusieurs à faire le lien. La série ne nous demande pas d'excuser Richardson, mais elle nous oblige à nous poser la question qui est peut-être la plus grande de toute la saga. A-t-on le droit de corriger l'histoire, même pour éviter un mal immense? Alors, Richardson meurt sous la balle de John, sans hésitation, à peine libéré par Claire. Ce personnage disparaît, mais sa question, elle, survit à l'épisode, et je crois qu'elle va planer aussi sur le final. Il y a d'ailleurs quelque chose de glaçant dans cette mort, si on se met à la place de Claire. Voilà un voyageur de plus qui a voulu infléchir le cours de l'histoire, et que l'histoire finit par rattraper.
Un bien mauvais signal pour celle qui espère encore sauver Jamie alors que c'est écrit qu'il doit mourir. Il va mourir. Bref, une preuve de plus qu'on ne peut pas lutter contre ce qui est écrit. Et l'épisode en profite pour solder d'autres comptes, parfois brutalement. William met un terme avec lucidité à sa relation avec Amaranthus. Il a fini par comprendre qu'elle n'a jamais tout à fait cessé de regarder Verben. Et Percy, le maître chanteur repenti, signe sous la contrainte de John l'aveu écrit de tout le complot, avant de se donner la mort une fois resté seul. Dans les romans, Diana ne le fait pas se suicider, elle juge même que ce n'est pas dans son caractère, mais la série avait sans doute besoin de refermer vite ce dossier avant la dernière ligne droite. Alors, qu'est-ce que le phare éclaire au loin? Vous me connaissez, avant de conclure, j'aime regarder ce que l'épisode allume au loin, ces lueurs qui annoncent la suite. Il nous reste qu'un épisode, et cette fois, elles pointent toutes dans la même direction. La toute dernière image ne laisse aucun doute. Benjamin Cleveland débarque au Ridge à cheval avec ses hommes pour venir chercher Jamie. La bataille de King's Mountain n'est plus une menace lointaine, elle est là, à la porte, dans quelques jours. D'ailleurs, un petit repère pour les curieux, la lettre que John fait signer à Percy est datée de l'été 1780. Et King's Mountain a lieu en octobre de la même année. Autant dire que tout se joue là maintenant. Deuxième petite chose, la promesse impossible de Claire. Elle sait ce qui attend Jamie, elle l'a dit à Richardson et pourtant elle n'a pas renoncé. Que va-t-elle tenter dans le final pour déjouer une histoire déjà écrite? C'est peut-être ça, au fond, le vrai suspense de la fin. Troisième petite braise, William. On l'a vu dissimuler un pistolet sous sa veste alors qu'il n'a plus de commission dans l'armée. De quel côté penchera-t-il quand la bataille éclatera? Rien n'est tranché et c'est justement ce qui rend son personnage passionnant à ce stade. Et puis il y a un pressentiment, plus qu'un présage, dont beaucoup ont parlé. Cette dernière image de John et William réunis devant la maison a des airs de revoir. On a le sentiment, diffus mais quand même tenace, que la série vient de rendre un dernier hommage à Lord John. Alors ce phare, finalement, qu'est-ce qu'il éclaire? Il éclaire une famille qui fait la paix avant l'orage. Il éclaire un père qui laisse une énigme à son fils, un voyageur qui pose la plus terrible des questions, une femme qui reprend sa voix et sa plume. Il éclaire surtout une série qui, pour son 100e épisode, choisit de se retourner vers ses origines, exactement comme Jamie se retourne vers William. Des gens disparaissent tous les jours. On a commencé avec ces mots, on les retrouve ici dans la bouche de celle qui écrit désormais l'histoire. La boucle n'est pas encore bouclée, mais on commence à entrevoir très nettement sa lumière. Le phare n'empêchera pas la tempête d'arriver. La semaine prochaine, ce sera King's Mountain, et j'avoue que j'ai un peu peur pour eux, mais au moins, grâce à cet épisode, ils iront apaisés. Voilà les addicts, dites-moi tout en commentaire. Cette partie d'échecs vous a-t-elle cueilli autant que moi? Avez-vous, vous aussi, éprouvé de l'empathie pour Richardson? J'ai hâte de vous lire. Vous avez assez souvent des lectures qui m'ouvrent les yeux et des petites formules qui sont super sympas. Si ce décryptage vous a fait du bien, vous connaissez le petit geste qui compte. Un pouce, un partage, s'abonner à la chaîne aussi. Tout ça fait grandir un peu plus la chaîne et porte mes décryptages un peu plus loin. Et si vous voulez prolonger l'aventure ensemble, la porte de mon Patreon est grande ouverte. C'est là qu'on se retrouve entre addicts tout au long de la semaine, les décryptages en avant-première, nos visions en direct une fois par mois ou plus, lorsqu'on refait ensemble les épisodes. Je vous rappelle que la saison 2 de Blood of My Blood arrive très vite, là, au mois de septembre. Le book club où on plonge dans les romans. En ce moment, on s'intéresse à Lord John et à la rentrée, on aura 4 mois pour lire ensemble Le Prisonnier écossais, un roman qui met beaucoup en scène Jamie. Vous y trouverez aussi les interviews que je sous-titre en français et 1000 petites choses qui font vivre notre passion pour Outlander et que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Alors tenez, ces derniers mois, l'une d'entre nous, notre addict Claire, a déposé un très joli livret sur notre Patreon. Et ça s'appelle « Le fil rouge d'une amitié dans la tourmente », sous-titré « L'amitié de Jamie Fraser et Lord John Grey dans l'univers Outlander ». Ce livret est tout entier consacré à cette relation entre Jamie et John qui nous a occupés aujourd'hui dans l'épisode. Le livret est en accès libre, sous format PDF, alors n'hésitez pas à aller le lire. C'est l'été, il faut profiter. On se retrouve très vite pour le tout dernier épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous.